30 ans, on avait 160 000 francs. Aujourd'hui, pour 160 000 litres, on n'a pas 80 000 francs. C'est ça qu'il faut dire dans votre reportage. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Ils ont volé 80 000 francs par exploitation laitière, même plus. Puis il y a 20 ans, on avait 160 000 francs pour 160 000 kilos de lait. Aujourd'hui, on n'a même pas la moitié. Puis c'est tous les mêmes qui s'y mettent dans la poche. Mais vous êtes subventionné un petit peu quand même. Oui, on est subventionné, mais je veux dire, la subvention par rapport au prix ne couvre que 50% de ce qu'ils nous ont volé. Il manque toujours 50% à la fin du mois pour payer aux factures. Faites comment? Bah, de la vente directe. Oui, mais c'est pas le donner à tout le monde. Ceux qui en font pas, ils font comment? Ils envoient leurs femmes bosser. Puis ceux qui ont des enfants, ils font comment? Il faut quand même avoir une vie familiale à part ça. C'est pour ça qu'il y a quand même des divorces dans nos exploitations. Parce que les jeunes, ils font que bosser, bosser. Puis on est la seule industrie au monde à bosser en dessous du coût de production. Alors je vous pose la question, comment on fait pour rembourser nos dettes quand on bosse en dessous du coût de production? Pas facile, hein? Puis il n'y a aucune profession par les paysans qui bossent en dessous du coût. Vous avez un bistrot, une industrie, enfin n'importe quoi, une boulangerie, ou bien une pharmacie, c'est le couvre pas ses frais, elle pose le bilan. Puis nous, on doit continuer à bosser. Mais ça, les gens ne savent pas ces choses-là. J'imagine que, comme vous dites, on touche les paiements directs, mais ça fait jamais que la moitié de ce qu'ils nous ont volé. Puis eux continuent à nous voler, par contre. Parce que... Mais justement, les paysans qui font pas de vente directe, comment ils font pour joindre les deux bouts aussi? Ah ben, je sais pas, ils vont bosser ailleurs. Allez. Il est 5 heures du matin quand je tourne ces images. Ça peut vous paraître tôt, mais pour un agriculteur qui produit du lait, c'est comme ça tous les jours de la semaine, dimanche compris. Car le matin, c'est l'heure de la traite. Cette ferme, André Badou l'a héritée de son père. En 2009, son bâtiment devient trop vieux. Il s'associe donc avec Thierry Martin et regroupe leurs troupeaux pour pouvoir réinvestir sur sa ferme. Au fil des années, il récupère encore le troupeau d'autres exploitants qui ont décidé de quitter la profession. Cependant, malgré cet agrandissement de l'exploitation, la rentabilité n'y est toujours pas et ils doivent travailler les deux, en plus de leur profession à l'extérieur pour se maintenir à flot. Alors, on commercialise actuellement environ entre 600 et 650 000 kilos de lait par année, selon le contrat qu'on a avec notre acheteur. Et pourquoi vous avez fait cette augmentation en fait, de regroupement de... Alors, par souci de rationalisation, pour essayer d'être plus performant et plus rentable. Mais là, on atteint les limites du bâtiment et de la gestion du troupeau à deux, quoi. Si on n'avait pas fait des investissements en 2009 dans le bâtiment pour rénover, pour mettre aux normes de détention du bétail, parce qu'avant on était un bétail attaché, et puis vu que ça ne correspondait plus aux normes de détention du bétail, on est parti en stablation libre où les vaches sont complètement libres, on aurait déjà arrêté la production laitière. Mais comme on a investi quand même pas seulement d'argent pour se mettre aux normes, du coup on ne peut pas cesser la production laitière comme ça, quoi. Et donc vous regrettez d'avoir investi Oui. Alors je pense oui alors. Parce que là on est lié par l'investissement et par les remboursements à produire, mais c'est pas une qualité de vie qui est optimale, quoi. Pourtant, cette situation n'est pas nouvelle. La Suisse a perdu et continue à perdre depuis le début de ce siècle 2 producteurs de lait par jour. La principale cause à cela est que ce métier n'est plus viable pour les exploitants.
Il y a depuis 5h moins quart que je tourne. Ça fait... Il y a eu 40 ans l'année passée que je me lève à 5h moins quart. Ok, là, ça vous faisait quoi avant Ah bon? Ah ouais. Moi j'étais à l'école. Ah, ok, ouais. Non? Pardon? Votre cheptel, il est combien? Enfin, vous en avez... En tout, j'ai une centaine de bêtes. J'ai 45 vaches. Ah ouais, parce que vous avez les moutons. Non, non, j'ai des... Parce que un troupeau de vaches, ça n'arrive pas par miracle. Ouais. Il faut des veaux, il faut des jeunes, il faut les élever, il faut entre 2 et 3 ans pour avoir une vache. Depuis que le veau il est là. Et puis, ben, ma foi, il y en a qui viennent vieilles, il y en a qui ont encore des soucis de santé. Il faut les... Puis on en vend aussi de temps en temps à des collègues qui en élèvent pas. Et puis, ma foi, il faut un troupeau, ça se renouvelle. On essaye de les garder le plus longtemps possible. D'ailleurs, on arrive même pas mal. Vous les gardez combien de temps une vache en moyenne? Alors ça dépend, c'est très variable parce qu'il y a des vaches. Si je veux vendre des vaches à des collègues, il y a des producteurs de lait qui élèvent pas de veaux. Donc il faut acheter des bêtes pour renouveler. Alors facilement, c'est des vaches qu'on vend après le premier ou le deuxième veau. Mais autrement, des vaches qu'on garde jusqu'au bout de leur carrière, elles font 7, 8, 10 veaux s'il faut. Aujourd'hui, il y a beaucoup cette polémique, la vache qu'on jette, qu'on fait 1, 2 ans avec et puis qu'on fout loin. Mais c'est pas ça, c'est pas vrai. Ça, c'est des montages qu'on fait quand on veut un petit peu nous taper dessus. Ouais. Mais là, j'ai une vache, là, et là, il y en a une en 21-14, et là, tout ça. Ce qui fait la durée d'une vache, c'est le paysan s'il veut la garder ou pas. On a des vaches qui n'ont pas assez de lait, qui ont du mauvais lait, ou qui ont mal à un pied, ou qu'on ne peut pas guérir. Ça, ben, c'est normal, ça part à la boucherie, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. On les aime bien, mais on doit gagner notre vie avec. On doit essayer de gagner notre vie avec. Voilà, c'est... Vulgairement dit, ce troupeau, c'est quand même un outil de production. Ouais, c'est ça. Certaines personnes n'accepteraient pas ce terme, mais c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'elles soignent mal, ça ne veut pas dire qu'elles en ont du mal, ça ne veut pas dire qu'elles souffrent. Mais c'est juste normal. On peut observer des ventilateurs partout. Le confort de la vache, pour moi, c'est primordial. Une vache on dit toujours que les vaches font beaucoup de lait, il y a une évolution. Mais c'est pas forcément le but, c'est pas de les user. Mais une vache qui a du confort, qui a du bien-être, on a de toute façon mieux produire qu'une vache qui est stressée, qu'une vache qui, voilà. C'est pas le concentré qui fait que la vache, si le concentré, il faut quand même l'acheter, même si c'est des céréales qu'on va livrer au moulin et tout, il faut quand même l'acheter. Parce qu'il est transformé, il est bien granulé, tout ça en bouchon. Nous, le but, c'est de valoriser nos fourrages d'exploitation. Donc on est autonome à 100%, on n'achète pas de fourrage. On produit aussi un peu de protéines sur l'exploitation parce qu'il y a un peu plus de lupin. Donc c'est pour essayer de diminuer quasi au maximum le soya. Et du coup, à ce côté-là, pour nous, c'est vraiment un plus. Voilà, on ne dépend pas d'importation, on ne dépend pas d'autres personnes. C'est avec une année comme cette année où il y a cette sécheresse, c'est des fois un peu compliqué. Il y a beaucoup d'éleveurs comme vous, enfin, par exemple, qui mettent des ventilateurs, il y a une salle de couchage pour les vaches, ou vous direz que... Alors, qu'ils fassent autant que ça, peut-être pas beaucoup, mais quand même plus en plus. Les bons éleveurs, ceux qui sont passionnés, qui aiment leurs vaches, ben, on se rend compte que l'évolution du climat météorologique, on a comme des étés de plus en plus chauds, et puis une vache, elle souffre au niveau du thermique, elle souffre vraiment beaucoup. Une vache, elle a peut-être jamais froid. La plage où la vache se sent le mieux, c'est entre moins 5 et 5 degrés. C'est là où la vache, elle a le mieux. Donc, du coup, c'est vrai que tu fais tout de suite des 30 ou 35 degrés, les vaches, elles souffrent beaucoup. Alors, si on met des ventilateurs et autres, ben, ça les refroidit. Beaucoup plus paisible. Les vaches peuvent se coucher, peuvent ruminer.
Puis tu peux regarder, les vaches, elles vont se mettre, elles cherchent le ventilateur. Hein. Ouais. Ceux qu'on chauffe vont se mettre où ça a le plus de courant. Cependant, des éleveurs comme Patrick Demont qui peuvent investir dans ce type d'infrastructure, il y en a de moins en moins. La cause à cela, c'est tout simplement le prix que touchent les agriculteurs pour ce lait. Selon l'organisme de vulgarisation agricole Agridea, le coût de production pour 1 litre de lait se situerait aux alentours de 94 à 113 centimes, suivant le mode de production. Vous allez voir que le prix payé par les transformateurs ne suit pas vraiment. Alors nous, le lait, on est un groupement de producteurs qui s'appelle Mou. Et puis c'est ce groupement, alors on livre, c'est ce groupement de producteurs qui achète l'entier de la production. Et puis après c'est vendu soit chez Crémeau, soit chez Elsa, soit chez EMI, ou des entreprises transformatrices. Le prix, on ne peut rien faire. En fait, c'est notre groupement de producteurs qui a des délégués qui vont essayer de négocier le prix. Puis après, au niveau de la négociation du prix, il y a une espèce de commission suisse du lait où dedans il y a les acheteurs finaux, les transformateurs et les producteurs qui sont répartis en 3 collèges. Et puis c'est une négociation sur le prix. Mais les producteurs tout seuls n'ont pas la majorité, ou de même que les 2 autres collèges. Mais c'est souvent les 2 autres collèges qui prennent la majorité sur les producteurs. Comme là, c'est une période de sécheresse et de manque, il y a un certain manque de production laitière. Il y a une demande des producteurs de réajuster le prix du lait. Il n'y a pas eu d'entrée en matière. Et bah du coup, justement avec cette centrale Mou, c'est quoi le contrat? Par exemple, vous savez combien vous allez être payé pour le lait que vous avez livré ce matin ou hier soir? On sait 1 mois à l'avance. 1 mois à l'avance? Oui. C'est pas 10 jours normalement? Non. Ah, c'est le 15 du mois pour le mois d'après. Ah ok. Enfin, non, même pas. J'ai reçu ma paye du lait du mois de juillet ces temps passés. C'est sur la paye du mois de juillet qu'on a le prix du mois d'août. Je veux dire, on a déjà livré la moitié du mois quand on sait le prix. Mais qui nous paye 5 de plus, 5 de moins, la machine elle est là, elle tourne, on peut pas... Tu peux pas dire stop, je veux plus. Ouais, non, c'est sûr. Ça c'est notre grande faiblesse. Mais c'est-à-dire, donc, en gros, il y a une partie du lait qui part, mais vous savez pas encore combien vous touchez. Ouais, pas une partie, tout le lait part. Ouais. Mais non, il y a une fourchette. Oui, plus ou moins. C'est quoi déjà le prix indicatif de ce mois-ci? C'est pour des 68 centimes, non? Quelque chose comme ça? Pour le prix A. Le prix A, mais ça veut rien dire. Oui. Le prix A, c'est 68. Mais ça veut rien dire, ça. Ouais, prix, Le prix, c'est les kilos de lait partagés par les francs à la fin du mois. Ça, c'est le vrai prix. C'est-à-dire? Mais je vous montrer une paye de lait après. Ouais, ok, ouais. On peut faire ça maintenant. Bon, d'accord. Les derniers pour lait, on avait... Ben là, j'ai tombé sur celui du mois de mai. Mais c'est kiff-kiff. C'est la même chose, mou et puis Prolet. Oui. Mais là, le segment A est à 62 centimes, le segment B est à 31 centimes. Bon, on arrête là parce que je sais que c'est assez compliqué de comprendre cette histoire de segmentation des prix. En gros, en Suisse, le même lait est payé à 3 prix différents. L'IPLait, donc l'organisme où se négocie le prix acheté au producteur, a décidé de diviser le prix de la manière suivante. Il y a le lait qui part en segment A, payé aux alentours des 65 centimes, destiné pour le marché suisse, le segment B, destiné à l'exportation en Europe, et le segment C pour le marché mondial, payé respectivement 30 et 20 centimes. C'est comme un ouvrier qui travaille dans une entreprise. On le paye à son salaire normal jusqu'au jeudi soir. Le vendredi, il vient à moitié prix. Et puis encore, on lui demande d'aller le samedi matin pour payer au tiers de son salaire. Ouais. C'est exactement la même chose que ça. Alors qu'au final, c'est le même lait dont... C'est justement, alors, si on a des prix A, B et C, il devrait y avoir des qualités A, B et C. C'est exactement le même. Un prix de référence, c'est le prix indicatif de l'IPLR qui n'est pas appliqué, ça faut aussi le dire. Le problème, c'est qu'il y a les A plus les B, fait baisser le prix du lait, c'est un lait pour l'exportation. Je trouve pas normal, c'est comme on nous oblige à faire ce lait justement à ces prix différents. On doit pouvoir choisir si on fait un lait que pour la production laitière suisse, par exemple. Nous produisons moins, mais on n'a pas la possibilité aujourd'hui.
Et donc c'est-à-dire que quand le prix du lait s'est affiché 68 centimes, pour la section 1, on ne vous paye pas forcément les 68 centimes. Non, nous, le prix indicatif est 68. Nous, le prix de base A, je pense autour des 60, je sais plus, 61 ou 2 ou 3. Et puis après, il y a le lait B à 30 centimes. Et c'est tonne pour sonne A, tonne pour sonne B. Puis ça fait un prix moyen de 50 et 55 centimes. Donc, Mais vous ne pourrez jamais aller chez le transformateur et lui dire non, le prix indicatif c'est 68 centimes, je vais vous payer pas. non, vous achetez des laits, mais enfin, vous avez un contrat avec, et puis voilà. Qu'il y ait un peu de laisser, je pense que c'est le moindre mal. Parce que nos bestioles, elles ne produisent pas, c'est pas linéaire. On essaye d'être plus ou moins, mais c'est pas linéaire. Et puis il peut y avoir des saisons, mai, juin, il y a un peu trop de lait. Alors qu'on doive exporter ou qu'on doive faire de la poudre ou qu'on doive dégager un peu de lait, puis que celui-là, on doit le payer en C. Je pense qu'on peut vivre avec. Mais ça devrait être un 3 ou 5% pendant quelques mois par année, pas toute l'année. Mais par contre, le prix A ne joue pas. Le prix A doit être par rapport au coût de production. Parce que c'est pas interdit ça normalement de vendre à perte. Parce que par exemple... On est hors la loi. Ah, vous êtes hors la loi. Ouais. Vous n'avez pas le droit. Non. Parce que, par exemple, tous les magasins, la grande distribution, par exemple Migros, ils peuvent pas vendre à perte, ils n'ont pas le droit. Non. Mais oui, ils vous font payer. Mais nous, on peut. Comment vous faites en fait si on vous donne pas assez d'argent? On n'a pas de salaire. Ah, donc vous avez pas. On vit avec, je sais pas 1000 francs par mois. Ah ouais. Voilà. Et donc du coup, vous travaillez tous les jours de la semaine. Enfin, dimanche aussi, parce que les vaches, elles sont de toute façon. Aussi. Les vaches, on les traite 730 fois par année. Hein. Ah ouais. Ça fait beaucoup. Ouais, 3 fois par jour tous les Et j'ai des collègues qui, a 20 ans, qui n'ont pas loupé un jour. Ouais. C'est pas normal. Non, c'est ça. Et puis vous pouvez pas embaucher un employé pour par exemple prendre des. J'en prends de temps en temps un, mais Ça coûte. Ouais. alors, soit on a un arnaqueur et puis on le paye à moitié au lance-pierre, Ouais. puis on prend des risques, soit on est un petit peu réglo et puis ça tourne pas. Il n'y a pas tellement de solutions. Mais comment vous faites pour tourner en fait si vous avez tant de différentes. Parce qu'en gros, pour un litre de lait, vous perdez 30% à chaque fois. Oui. Et comment vous... Comme je t'ai dit, on se rattrape des fois, on peut vendre un peu des vaches et puis bosser comme un fou. Ouais. C'est là, c'est la seule chose, puis c'est pas normal. Ça moi j'en ai marre. Ouais, je sais pas, j'ai des semaines où je fais plus que 100 heures de boulot. Ouais. Et puis à la limite, s'il y avait un salaire correct au bout, je crois que c'est tes oignons, tu veux encaisser des ronds, tu encaisses, tu veux payer quelqu'un, tu payes quelqu'un. Mais là, tu fais pour juste arriver à la journée debout, quoi. ouais, plus ou moins payer tes factures. Et puis pour la retraite, vous avez... Oh, il n'y a rien. Y a rien. C'est vite vu. Pourtant, ces agriculteurs ont bel et bien une défense professionnelle qui est là pour les défendre. Enfin, pas selon les dires de Claude Demière. Ce que je paye de cotisations à nos organismes, à nos organisations, pour PSL, pour le fonds de marketing du lait, pour l'intégration dans le groupe MO, c'est 500 balles de cotisation pour un mois. C'est pas rien. Non, c'est sûr, c'est une partie, ouais. Mais... Puis celui-là, je leur foutrais le feu, ça ferait pas plus de mal. Hein. Ouais, vous êtes... Parce que la PSL, ils sont pas... Pardon? La PSL, ils vous soutiennent pas vraiment. Non, PSL, c'est... On leur paye à dîner. Ouais. Non, mais bon. Ouais. C'est pas Mais facile. vous êtes obligé de verser... Ah ça, on ne nous demande pas. C'est des contributions volontaires obligatoires. Ah, ouais, c'est pas très volontaire, quoi. On se comprend, oui. Ouais. On a donc voulu leur demander à cette fédération des producteurs suisses de lait, parce que de ce qu'on en a vu, ces défenses professionnelles ne semblent pas être très efficaces. Si on récapitule, c'est entre 70 et 80 heures de travail tous les jours de la semaine, 100 jours de congé, pour un salaire permettant tout juste de vivre. Jusque-là, ça s'apparente à un métier qui n'est socialement pas vivable. Donc, Monsieur Burkhardt, dans un marché du lait qu'on peut dire qui est un peu en crise ces derniers temps, quel est le rôle justement de la FPSL dans cette filière ?
Effectivement, le marché n'est pas facile pour les producteurs suisses de lait. Et puis c'est clair qu'une fédération comme la Fédération des producteurs suisses de lait doit défendre les intérêts des producteurs suisses de lait le mieux possible, soit dans le marché ou bien dans la politique aussi. Quelle est la situation un peu des agriculteurs aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Bon, effectivement, il y a beaucoup de producteurs qui souffrent actuellement parce que leur prix de lait n'est pas assez élevé. Ça veut dire qu'il y en a qui vivent de la substance de leurs exploitations. Et puis en long terme, ça ne peut pas aller bien. Alors c'est pour ça qu'on essaye d'améliorer la situation, surtout dans la partie lait de centrale, ou bien lait d'industrie, disons. Parce qu'il y a une grande différence entre la lait d'industrie et puis la lait de fromagerie. En fait, c'est la même chose, c'est du lait. Mais ceux qui arrivent à livrer pour une fromagerie, ils reçoivent, je ne sais pas, en moyenne plus que 75 centimes ou quelque chose comme ça par litre de lait. D'ailleurs, que pour un litre de lait d'industrie, vous recevez autour de 50 centimes. Alors ça fait une différence de 20 ou bien même 30 centimes pour la même chose, pour un litre de lait. Et ça fait sur une production moyenne de 160 000 litres de lait par exploitation. Ça fait une différence de vers 30-40 000 francs pour la même chose. Alors ça veut dire le voisin qui produit la même chose, il a 20-30 000 francs par année de moins. Alors ces agriculteurs justement, je les ai rencontrés et je vous propose juste de visionner un petit extrait. Tenez, Ici on est 2 exploitants, on a un peu plus de 8 tonnes de vaches et on travaille les 2 à 50% à l'extérieur dans une autre profession. et donc du coup, vous cumulez combien d'heures de travail? Je sais pas, je pense approximativement de 60 à 70 heures par semaine. En fait, si vous avez tant de différentes... Parce qu'en gros, pour un litre de lait, vous perdez 30% à chaque fois. Oui. Et comment Comme je dis, on se rattrape des fois, on peut vendre un peu des vaches et puis bosser comme un fou. Ouais. C'est la seule chose, puis c'est pas normal. Ça moi j'en ai marre. Ouais, je sais pas, j'ai des semaines où je fais plus que 100 heures de boulot. Ouais. Et puis à la limite, s'il y avait un salaire correct au bout, je crois que c'est tes oignons, tu veux encaisser des ronds, tu encaisses, tu veux payer quelqu'un, tu payes quelqu'un. Mais là, tu fais pour juste arriver à journée debout, quoi. ouais, plus ou moins payer tes factures. Et puis pour la retraite, vous avez... Oh, il n'y a rien. Y a rien. C'est vite vu. Pour dire, avec les heures qu'on fait aujourd'hui, mon épouse et moi, on est à plus de 150 heures par semaine. Et puis voilà, pour un revenu, on peut dire de 8 à 1000 francs. Quoi. Alors, c'est toujours plus haut que la moyenne des revenus agricoles suisses, mais au détriment de beaucoup de concessions. Il y a quand même une grande majorité des producteurs de lait aujourd'hui, ils ne sont pas. Ouais, ils sont... Et puis ceux-là, j'en fais partie. Quand il y a eu l'émission Mise au point qui sont venus là, j'aurais dit, les intelligents, ils n'ont plus de vaches. Puis ça, je maintiens. Ah oui, je m'en souviens, j'avais entendu... Ça, je maintiens. Ouais. Celui qui, c'est pas des inconnus, mais celui qui sait calculer, qui fait un calcul économique pour sa ferme, il n'a plus de vaches. Donc voilà, c'est un peu la situation comme vous l'avez dit avant. Justement, face à ça, quand on est un producteur, qu'on est sacrément quand même endetté, parce que s'investir dans le lait, il faut quand même prendre des investissements à la banque. Comment on fait justement quand on est dans une situation où le manque à gagner est énorme? Donc ça veut dire que chaque agriculteur, par exemple, le dernier agriculteur qu'on a vu, Claude Demière, il touche à peu près 50 centimes, 56 centimes pour son litre de lait, alors qu'il devrait en toucher 92. Comment est-ce qu'il fait justement? Qu'est-ce que vous, en tant que fédération laitière, vous pouvez lui apporter et lui dire comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir? Alors, il y a plusieurs pistes. Une piste est dans le marché. Alors, on est représentant des producteurs avec d'autres producteurs, comme vous l'avez montré ici, dans l'interprofession de lait. Et puis là-dedans, il y a une famille producteur et puis une famille transformateur. Et puis eux, ils négocient les prix indicatifs pour le lait. Et puis là, on défend, on se bat le mieux possible pour que ce prix indicatif il reste à un niveau raisonnable, disons.
Ça, c'est une piste. L'autre piste Ouais, mais ça n'a pas vraiment marché, puisque quand on regarde justement ce LED central par rapport à 2011, il a déjà baissé de 16 centimes, juste 2011. Et puis encore, quand on reprend dans les années bien plus avant, il était à 1 franc le litre de lait. Donc comment est-ce qu'on fait justement pour pallier à cette descente du prix du lait? Alors, si le prix était à 1 franc, c'était pendant le temps où tout le marché a été contrôlé par la politique, où il y avait les contingents. On ne peut rien pour que ces contingents ils sont plus ici. Ouais. Alors, c'était une question politique, Donc, vous c'était une serez en adaptation au faveur, marché, c'était une adaptation au marché européen. Et puis nous, effectivement, on a essayé de se battre contre, mais des fois on gagne, des fois on perd. Ouais. Donc pour mieux tourner, la Suisse devrait se libérer du marché européen et puis rapporter une certaine stabilité en fonction de la quantité de lait qui est produite. Il y en a, comment dire, il y a des opinions qui disent qu'il faut de nouveau avoir une réglementation des quantités en Suisse. Si on arrive à faire ça, on est tout à fait pour. Mais comme je vous ai dit, le marché est tellement hétérogène, il n'y a même pas entre les producteurs, il y a une majorité qui veut régler les quantités sur le marché suisse. Alors si les producteurs n'arrivent pas à s'unifier au niveau politique, on n'a aucune idée, aucune chance d'atteindre pas ça. Parce que ça va seulement, une réglementation des quantités va seulement quand les frontières sont fermées. Et puis que la politique finalement aide. Il y a quand même un truc qui me choque dans le marché suisse, enfin non, pour l'agriculture en général aussi, pour le lait principalement, c'est que c'est un des seuls secteurs où la vente à perte, elle existe. C'est-à-dire que le paysan, il a un coût coût de production qui est aux alentours des 90 centimes, 1 franc, mais on lui paye à un peu plus de 50 centimes. Comment ça se fait que ça peut arriver dans ce secteur et puis que ça n'arrive pas dans les autres types de marchés, n'importe quelle boutique en fait? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais la réponse, je l'ai pas, effectivement. C'est une question d'un côté des circonstances d'une exploitation, où il est, comment il est installé, quelle est son infrastructure, et des choses comme ça, à quel prix il loue s'il n'est pas propriétaire. Et de l'autre côté, c'est une question de justement celui qui vend le lait finalement. Et puis celui-là, il doit faire tourner sa boîte à lui, ce qui lui fait le prix qu'il est capable de payer pour faire tourner la boîte de transformation par exemple. Et puis ça veut dire finalement, il y a une disbalance dans cet exemple. Et donc justement, pour conclure, quel est maintenant les objectifs de la FPSL? Qu'est-ce qu'elle va mettre en œuvre concrètement pour justement améliorer la situation de ces producteurs? Parce qu'il faut quand même savoir que ces producteurs, ils font 70 heures de boulot par semaine, ils n'ont pas du tout de vacances, donc ça veut dire qu'ils bossent le dimanche, ils se lèvent tous les jours à 5 heures du matin et ils font ça pendant toute une vie. Alors nous, on a toujours 3 pistes. Première piste, c'est améliorer les recettes. Deuxième piste, c'est optimiser les coûts. Alors on aide on aide aux universités et puis aux autres écoles de faire des études pour pouvoir améliorer les coûts sur les exploitations, parce que les gains, c'est finalement toujours une question entre recettes et coûts. Et puis la troisième piste est toujours la piste politique, oui, justement, pour améliorer le système de production. Okay. Le système de paiement direct, pardon. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'en fonction de la courbe que prend en fait de tendance, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, depuis le début du 21e siècle, il y en a 2 qui ont arrêté par jour juste dans la production laitière, donc une démission de 15 000. Comment est-ce que vous pensez que la situation peut s'améliorer si le prix diminue de plus en plus, les exploitations deviennent de plus en plus grandes et justement les producteurs ils deviennent de plus en plus petits, quoi. Enfin, il y en a de moins en moins. Alors, comme je dis, moi je suis persuadé, je suis sûr que la Suisse est un pays de lait finalement. Alors la production laitière est la branche la plus importante de l'agriculture suisse. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que la Suisse est optimisée pour faire du lait. C'est vraiment un pays de lait. Et je suis sûr
que la production laitière a une future en Suisse. Et maintenant, le fait qu'il y en a beaucoup de producteurs qui arrêtent chaque année, ça veut quand même dire qu'il y a une disbalance encore sur le marché. Et puis là, on travaille dessus que finalement, ça s'arrête. Un dernier mot, qu'est-ce que vous conseillez en fait à ces agriculteurs qui sont justement dans cette situation de misère? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement pour améliorer leur situation? À mon avis, ce que je conseille toujours, c'est de parler à gauche, à droite, de parler à nous, par exemple, à la fédération, mais aussi de discuter avec les voisins, de voir s'il y a des synergies qui se trouvent. Et ça, c'est une piste. L'autre piste, c'est toujours une diversification. C'est-à-dire, faire un discours, de parler aux gens, ça réglera la situation? Non, ça ne réglera pas, mais ça montre des systèmes, ça montre des pistes d'amélioration pour chaque exploitation. Et puis, oui, parce que finalement, chaque situation en Suisse, la Suisse est tellement hétérogène entre l'Oberland et puis les pays en Zélande ou bien au lac, là, par exemple. Alors, les situations ne sont pas les mêmes. Alors, il n'y a pas de système qui vont pour toute la Suisse. C'est pour ça que chaque exploitation pour soi doit vraiment analyser sa situation à lui et puis essayer de trouver des pistes pour lui-même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de système qui est à utiliser pour toute la Suisse. Ok. Bon, bah c'est tout bon. Merci beaucoup, monsieur. Ah, vous ça? Merci. Juste pour dire, on n'est pas les méchants. Hein, ah non, mais ça? je sais, totalement. Ah, mais c'est sûr, vraiment. Mais oui, c'est vrai, mais c'est juste, moi j'avais rencontré des... On est de côté des producteurs. Ouais, c'est oui, ça, clairement, hein? c'est ça. Mais j'avais rencontré des producteurs de lait qui étaient un peu, comment dire, un peu déçus. Et puis ils étaient c'est sûr que c'est un marché qui est très fermé et du coup c'est difficile de faire vraiment de faire vraiment quelque chose. Mais il y en a quand même certains qui se sentaient un peu abandonnés et puis trahis, quoi. Mais c'est normal, ouais. Normal, hein, c'est pas normal, mais c'est clair. Ouais, clairement. Non, mais parce que c'est toujours la problématique qu'on est actuellement 20 000 producteurs, 4-5 grands transformateurs, et puis il y a 2 qui vendent. Ouais, les deux oranges. Ouais. Et puis c'est finalement, alors la force, elle est où? Bon, pas besoin de vous le dire, je pense que tout le monde a compris. Il est vrai que comme on l'avait précédemment, la situation des agriculteurs semble être difficile à défendre face aux acteurs forts de la filière qui ont le monopole sur le marché. Je ne pense pas que la FPSL fait mal son travail, mais plutôt que son travail est difficile à exécuter. Cependant, certains producteurs de lait ont réussi, malgré les difficultés, à s'en sortir. La seule façon qu'ils ont trouvé pour être rentables, c'est justement de court-circuiter ce système de distribution mis en place par ces géants orange. Je retrouve Patrick Demont au marché de Lausanne, qui a décidé de vendre une partie de sa production directement aux consommateurs. Tout d'abord, de la démarche pourquoi on est au marché là, c'est que c'est suite à la grève du lait de 2008, là, on a distribué du lait sur la place de la Palure. Et puis les clients nous ont dit il faut venir faire un stand marché, trouver du lait cru on ne trouve pas ailleurs. Et on a commencé comme ça. Au début on n'avait que du lait cru, puis la crème normale, crème entière. Et puis à force des semaines et des mois, on a développé nos produits. Aujourd'hui, du lait cru, de la crème, la double crème, du serré, du yogourt nature, yogourt aux fruits. Ensuite, on a les meringues pour accompagner la double crème, la confiture de lait, de l'huile de colza qui est produite par notre exploitation, du salami aussi avec la viande de chez nous, viande de bœuf, des œufs de nos poules. Du coup, on a bien élargi notre petit stand. Et puis, je crois que les gens sont contents d'acheter directement au producteur. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de marge qui est surfait. Nous, c'est un prix qui est juste, un prix qui couvre les frais de production. Ça veut dire que c'est un prix équitable. Je crois que les gens sont contents de nous avoir sur cette place du marché. Souvent, le prix, c'est trompeur. On croit qu'on a un poil plus cher, c'est comme les légumes au marché. Mais souvent, il y a moins de pertes. Vous avez des produits frais. Et puis, la différence de prix, elle est largement récupérée.
c'est valorisant de faire ce qu'on fait là, d'aller au marché, de contact avec les consommateurs. Mais je dis franchement, il y a des fois, on a comme aussi marre, mais c'est surtout par rapport à la fatigue, la charge de travail. Et puis c'est vrai que je me dis, on a un métier, on est producteur. Et moi, ce qui me plaît, c'est d'être avec mes bêtes, d'être de mes champs. Voilà, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis je me dis, c'est pas normal, entre guillemets, qu'on doit encore faire ça à côté. Je veux dire, c'est comme si un autre métier, celui qui est garagiste, il doit aller faire le samedi matin, couper des cheveux, faire le coiffeur à côté pour s'en sortir. Il est garagiste, il fait son boulot et puis il vit de son boulot. Point. Et puis, aujourd'hui, on prône la vente directe, mais j'ai envie de dire, c'est déguisé, ça. C'est pas juste. C'est pas juste parce que ça veut dire que les prix sont mal payés. Et si on était payé correctement, qu'on rémunère notre travail, on ne devrait pas faire ça. Sauf que le prix, lui, ne risque pas d'augmenter. Mais c'est vrai que ça doit être difficile pour un agriculteur de gérer une ferme aussi grande et de devoir transformer le lait, le vendre, en plus de toutes les charges de travail qu'il a déjà à faire. Cependant, il s'avère que pour de plus petites exploitations, ça ne pose pas de problème, comme c'est le cas d'André Muller. Mais vous n'avez pas voulu vous agrandir? Non, non. Pourquoi vous avez pris cette décision? Bon, non, j'ai 63 ans, j'ai déjà pris la décision de partir. Il faut être un peu fou à 2 ans de la retraite. Vous voyez, c'est un nouveau challenge, je me mettais dans. Mais moi j'aime bien les challenges, puisque on faisait comme ça. Puis je ne regrette pas, hein. Être performant, puis j'ai 63 ans, j'aurais investi pour 2 millions, puis il n'y a pas un de mes enfants qui veut suivre derrière, encore bon. Mais par contre, les dettes seraient là, hein, aujourd'hui. Je ne serais pas dans la situation que je suis aujourd'hui, hein. Bon, j'ai un petit troupeau, mais je m'en fous, je tourne. Je mange tous les jours, je peux payer mes impôts, mes factures, le reste, je m'en fous. Si j'ai pas de vacances. Vous voyez où j'habite, regardez voir ça, c'est les montagnes, c'est magnifique, là. Splendide. Je veux dire, j'ai une point de vue, mais magnifique, pour aller ailleurs pour me mettre de bord de la mer. Non, je suis bien chez moi, j'ai la piscine à côté, là. Je suis derrière vous. Je suis bien, là. Depuis que j'ai fait la grève du lait, puis que je suis au marché, ça fait 2 ans que j'ai plus de dette. Alors, qui aujourd'hui peut vous dire qu'un paysan n'a plus de dette? Ben, c'est presque un petit exploit au niveau de notre petite exploitation. Parce que j'ai aussi fait des investissements quand j'étais jeune. Au niveau de mon exploitation, mais si j'avais pas le marché, si j'avais pas la vente directe, ben, j'aurais pas pu rembourser mes dettes. Puis aujourd'hui, je peux réinvestir sur ma ferme. C'est quand même important. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent vous dire ça. Je pense que ceux que vous avez interviewés, vous allez peut-être retrouver dans le canton de Vaud, peut-être 5 ou 6, ou je sais pas, même pas. À moins que les gens, ben c'est clair, suivant d'où vous venez, vous avez pu vendre un bout de terrain bâti, vous avez un petit peu d'argent. Mais quand vous en perdez tous les jours, le temps diminue, hein, faut pas rêver. Mais quand vous faites la vente directe, ben, je pense qu'au niveau des prix que je pratique, puis ouais, on fait 3 francs 66 œufs, moi j'ai dû l'aider des œufs, demande un peu plus de marchandises, je veux dire. Mais c'est des prix corrects, et puis les gens sont contents, puis ils reviennent. De toute façon, je ne veux pas revenir en arrière au niveau du bio. Hein. Et l'agriculture demain, c'est pas l'agriculture intensive. Hein. Il y a tous ces problèmes de réchauffement climatique qu'on a à avoir cette année. Hein. Il faudra bien qu'on fasse quelque chose, avant que ça nous arrive en pleine figure, puis il faut prendre les devants. Mais non. Donc si dans un mois la votation passe, la souveraineté alimentaire, ça fera un tournant pour l'agriculture. Puis ça va gêner beaucoup de monde, surtout le monde industriel et puis des banques et autres, parce qu'ils veulent exporter. Moi je suis d'accord d'exporter, mais je veux dire, au prix qu'on vend en Suisse, on ne pourra être jamais concurrentiel pour tous les produits qui rentrent. Hein. On est le pays le plus cher au monde. Vous ne pouvez pas tenir, c'est impossible. Si les frontières s'ouvrent, ben, l'agriculture en Suisse, c'est fini. Même les gros. Les gros, ils vont toujours aller plus loin. Après, vous avez des élevages à 100, 200 vaches. Aujourd'hui, ben, vous construisez pour 100 vaches, ben, c'est 2,5 millions. Vous faites comment pour rembourser? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous bossez en sous-coût de production, ben, salut, hein? Vous pouvez bosser pendant 40 ans, vous ne pouvez jamais rembourser toutes les dettes que vous avez eues au départ. C'est impossible. À moins que vous ayez un truc, ben, vous allez gagner à la loterie, mais il faut encore jouer avec le bulletin, je veux dire. Donc là aujourd'hui, donc, ils poussent les gens à toujours s'agrandir. C'est pas seulement chez nous, dans l'Europe, la même chose. Ils disent, oh mais si vous produisez plus, vous allez gagner plus. Mais ils rigolent derrière, parce qu'ils font pression sur les prix. Puis une fois que vous avez investi, que vous avez 100 vaches, la banque, tous les 6 mois, il faut leur verser, ils en ont rien à foutre du marché. Puis après un beau jour, ben, ils vous vendent le domaine, puis vous êtes sur la paille. On n'est plus que des esclaves sur nos terres qui ne nous appartiennent plus. C'est ce qui nous pendonne aujourd'hui. Mais les gens ne veulent pas passer ça, mais il y a des écoles d'agriculture, je ne sais pas ce qu'ils leur inculquent aux jeunes. C'est toujours être plus gros. Sitôt qu'un hectare d'un voisin qui se libère, il faut vite mettre 1000 ou 2100 hectares pour ramasser ses terres. Mais il n'y a plus de laiterie, on ne se cause plus, on ne se voit plus. Ça, c'est dispersé pour nous régner, ils l'ont bien compris. Hein.
Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, mais quand vous êtes jeune, puis qu'il vous bourre le crâne, lavage de cerveau pendant 2 ans, ben, vous finissez par ah ben oui, il faut que je fasse comme ça, acheter un gros tracteur. Mais il faut le payer, le tracteur. C'est horriblement cher chez nous. On est suréquipé en Suisse au niveau agricole. Les outils qu'on a à présent, ils vont mettre des drones, il y a des caméras, des GPS, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais non, mais c'est n'importe quoi. Alors le lobby de l'industrie, il rigole parce qu'on en fait vivre beaucoup de monde, hein. À part vous donner à manger tous les jours. Mais ça ne me gêne pas du tout. Donc, quand nous, on est couvert au niveau du prix, moi, ça ne me gêne pas de faire de la denrée alimentaire pour les personnes. Mais quand vous levez le matin, vous avez tout le temps volé, ça ne va plus. Ça ne va plus. Alors là, on en est aujourd'hui, quoi, je veux dire. C'est pas évident. Il faut se battre tous les jours, puis il faut pas compter sur les autres, il faut compter que sur vous-même, si vous voulez vous en sortir. Compter que sur soi-même. Se délivrer non pas que de l'emprise de la grande distribution, mais aussi de tous les autres fournisseurs. Créer un environnement où la ferme est autosuffisante, autonome dans sa globalité et dépendante de personne. Cette quête d'indépendance où le paysan est souverain, Cédric Chezot l'a réalisée. Et vous verrez que ça passe peut-être par l'abandon de la production de lait de vache. Lorsque je produisais du lait, je n'avais pas la possibilité de diminuer la quantité pour pouvoir adapter le système de production laitière à l'équilibre de la ferme. Donc j'étais contraint à produire des grandes quantités. Donc c'était pas tenable pour moi. Moi je rêvais un peu plus de temps dans mes champs, et surtout beaucoup plus de production végétale sur la ferme pour la rendre plus efficace. Donc c'est pas possible de faire du lait puis faire d'autres choses en fait. Je dis pas que c'est pas possible, dans mon contexte ça l'était pas. Voilà. Avec ce qui avait été mis en place, avec les relations qui étaient faites avec les acheteurs, c'était pas quelque chose qui était réalisable sur notre ferme. Donc du coup on pousse toujours à produire plus quoi. Je pense malgré tout, oui. Le système, il est fait comme ça pour que les agriculteurs se spécialisent, investissent finalement, deviennent fragiles par leurs investissements. Et ça permet aussi, je pense, au système d'être toujours fort face aux paysans. Le paysan qui s'émancipe comme certains que vous avez rencontrés ou comme nous-mêmes, eh bien, ça ne répond pas tout à fait aux attentes du système tel qu'il a été pensé par l'agro-industrie, le système de distribution, qui veut garder la main mise et la main forte sur le système et la gestion des prix. Alors voilà, le contexte étant une ferme qui s'était dans les années 1990, dernière décennie du siècle passé, orientée vers la production laitière pour trouver un équilibre financier. Donc une spécialisation peut-être induite par les courants dominants qui nous poussaient à nous perfectionner dans une production. Et le constat, en quelques années, on a augmenté le cheptel, on est passé de 20 vaches à 55 vaches. On a passé vraiment d'une extrême à l'autre. Et puis après, on s'est trouvé pris au piège d'un système dans lequel, au début, tout se passait bien parce que les prix étaient intéressants. Et puis progressivement, le prix a baissé, puis on s'est senti de plus en plus serré dans ce système. Aujourd'hui, on est vraiment arrivé dans un contexte où la ferme est un cercle vertueux autonome. Les différentes productions animales trouvent une place logique dans cette exploitation agricole, si on peut la nommer comme ça, mais enfin dans cette ferme, dans ce contexte qui allie les bâtiments, des terres, des contextes pédoclimatiques et aussi le rapport à l'homme, c'est-à-dire la famille qui est là derrière. Donc on est vraiment dans un système qui est le plus autonome possible. Et ça, c'est la recherche que j'ai faite depuis ma conversion au bio. Alors effectivement, à un moment donné, je suis passé par la production, on est passé par la production de lait bio pour le gruyère, mais ça m'empêchait, ça me permettait pas d'aboutir à ce système complètement autonome. J'étais encore lié à cette production de lait qui prenait trop de place sur cette ferme, qui demandait de consacrer énormément de surface à la production de fourrage
dédié à l'alimentation des vaches, voilà, des vaches, des veaux, des génisses. J'ai conscientisé aussi qu'on est beaucoup plus efficace lorsqu'on peut produire des denrées alimentaires à destination humaine directement à partir de la production végétale. Ça veut dire qu'on a un rapport d'efficacité presque de 1 pour 10 lorsque l'on transforme des matières végétales par les animaux pour en faire des biens alimentaires à destination humaine. Donc pour moi, dans ce contexte-là, je ne pouvais plus avoir une ferme qui était spécialisée dans la production laitière, donc j'avais besoin de donner de la cohérence à mon système de production agricole. Donc j'ai cherché cet équilibre et la première chose qui était nécessaire, c'est d'abandonner la production laitière qui prenait toute la place de la ferme. Donc on est parti d'un système très dépendant finalement de circuits de distribution, on va dire de circuits de mise en valeur. Si on était dans le lait industriel, ben voilà, ça dépendait d'un acheteur. Si on est dans la production de lait de gruyère, ben on est dépendant d'une fromagerie et des marchés que cette fromagerie a obtenus avec le commerce. Donc on est passé de ce système avec très peu d'acheteurs de nos biens alimentaires à un système beaucoup plus autonome qui nous demande d'acquérir des compétences diverses, effectivement, élever des chèvres, élever des vaches, des cochons, faire du lait de chèvre, en faire du fromage, le vendre, c'est beaucoup plus de compétences. Mais on est aussi beaucoup plus fort sur un plan économique puisqu'on a une clientèle beaucoup plus diversifiée. Une clientèle qui est aussi, je trouve, très fidèle. Donc en fait, les cochons qu'on voit au fond, ils servent justement à recycler des végétaux qui, sans eux, seraient inutiles. Pour indirectement, c'est exactement ça. Les cochons ici dans cette ferme, ils sont tout à fait dans leur mission originale. C'est-à-dire c'est des purs recycleurs de matières qui seraient perdues sans eux. Donc on va produire de la viande, ça nous demande un peu de travail, on est d'accord. Aller les alimenter, leur faire la litière, les contrôler. Mais fondamentalement, le 90% de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils consomment, en tout cas dans notre système ici, sont des résidus, sont des matières qui sans le cochon ne pourraient pas être mises en valeur. Donc là, ça prend du sens d'avoir une production de viande de cochon. On est sorti du système où on choisissait de produire de la viande de porc et pour cela, on achète des céréales, on achète des plantes protéagineuses pour faire grandir un cochon dans le but d'avoir une marge commerciale qui est mise sous pression par un système qui dicte le prix de la viande de porc. Et ce principe de valorisation s'applique à toutes les productions de la ferme, comme avec ces courges que vous voyez là par exemple. Alors voilà, ça c'est une petite production. Par exemple, les petits marrons, il y a des petits marrons rouges et bleus, quelques courges blanches. On a simplement cherché à valoriser le potentiel d'une petite zone où on avait fait le compostage des fumiers. Et après le compostage des fumiers, il y a quand même une forte fertilité dans le sol. Et la courge, elle sait mettre en valeur cette fertilité un peu surabondante de ce terrain. Donc là, de nouveau, c'est une recherche d'utiliser le potentiel à disposition. Donc on n'est pas spécialisé dans la production de courges, mais voilà, tous ces petits marrons, ils vont trouver preneur dans les marchés locaux. Et puis, ils ont tiré le potentiel qui était mis à disposition. Et ce type de synergie se retrouve aussi dans la manière de cultiver les plantes. Donc là, on est dans les premiers semis d'automne, réalisés déjà le 6 septembre avec la culture principale qui est l'engrain. Donc ça, c'est cette céréale qui est qui a pris une place prépondérante dans notre assolement et dans notre commerce de farine, puisque c'est une farine qui est beaucoup demandée par les boulangers. Donc l'engrain, il a été mis en place avec des plantes compagnes, et notamment la févrole qu'on voit là, ces grosses feuilles, c'est de la févrole. Et cette plante, elle va accompagner l'engrain jusqu'au gel, en fait. Donc elle vous va ne traitez pousser. pas ces plantes? Alors bon, c'est une question qui peut venir après, mais disons, la question de base ici, c'est comment on associe les plantes pour qu'elles soient autonomes en fertilité. Et là, justement, la févrole, on espère qu'elle va croître jusqu'à 40 voire 50 cm de hauteur. Et puis, de ce fait-là, elle va quand même capter une quantité d'azote assez importante qu'elle va restituer ensuite au sol. Elle va aussi, avec sa racine, travailler le sol. Et ensuite, l'engrain, il va pouvoir, au printemps prochain, prendre toute la place, tout l'espace.
Donc voilà, donc là on est dans un système qui cherche à être autonome justement au niveau de la fertilité azotée. Après la culture, si on parle de traitement qui serait utile pour sa santé, alors non, là, clairement l'engrain c'est une plante qui est rustique, mais on va quand même s'intéresser à ce qu'elle soit le plus en forme possible, et pour ça on va s'occuper du sol, on va nourrir le sol avec du compost, on va évidemment l'entretenir sans produits chimiques. Et puis si on peut, en tout cas ça c'est ma pratique, je vais utiliser des plantes qui sont intéressantes dans la nature, l'ortie, la consoude, qu'on va travailler en fermentation et dont on va extraire des jus, donc ces extraits fermentés, qu'on utilise quelques fois dans l'année justement pour stimuler le vivant, donc stimuler le sol, stimuler les micro-organismes du sol, et puis après stimuler la plante. Voilà. Donc on travaille en accompagnement des cultures plutôt que l'agriculture le modèle d'agriculture que j'avais appris, c'était on allait lutter contre un problème ou un autre avec des produits donnés par une liste, et ces produits étaient souvent des produits quand même relativement toxiques. Voilà. En tout cas pour l'utilisateur, probablement pour le sol et aussi pour le consommateur final. Ça demande aussi à l'agriculteur d'être observateur, d'être imaginatif aussi et de trouver des stratégies qui sont les plus adaptées au milieu. Donc je pense que l'agriculteur il doit être fort dans sa tête, mais il doit aussi être plus fort dans son ressenti et puis se connecter à ses éléments, à son milieu dans lequel il vit, à ses animaux, pour être en mesure de ressentir ce qu'il doit faire et non pas de le réfléchir à chaque fois, mais plus un peu de le ressentir. Et vous faisiez aussi toute cette démarche quand vous produisiez du lait avant? Ou beaucoup moins? Alors moi je dirais que la vie globalement c'est un long chemin, et puis on a des étapes par-ci par-là. Je crois que depuis longtemps je me pose un peu toutes ces questions, et puis peut-être que quand j'étais dans la production laitière j'étais encore en chemin. Aujourd'hui j'ai pu faire une étape qui était révélatrice pour moi. J'ai pu abandonner cette production qui me plaisait quelque part, parce que j'aime les vaches, j'aimais les traire, j'aimais m'en occuper, mais qui me rendait dépendant d'un système. Donc j'ai pu m'en affranchir, mais ça m'a demandé du courage, parce que j'ai presque été comme celui qui a renié quelque chose qui avait été fait depuis des générations sur cette ferme, et qui n'a pas toujours été compris ni par mes proches ni par les gens alentour. Donc ça demande du courage d'aller au bout de ses convictions, et puis de suivre vraiment la petite voix qui nous dit non mais là tu peux encore améliorer, et puis ça passe peut-être par l'abandon de la production d'une production ou d'une autre, quoi. Et ça a été nécessaire à un moment donné. Vous êtes content maintenant avec ce que vous êtes devenu? Ouais, mais j'ai toujours des insatisfactions, et pas tant liées à ce que j'ai mis en place sur ma ferme. J'ai pu ça m'a ouvert beaucoup les yeux. Beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant de franchir le pas à l'agriculture biologique, mais en même temps ça fait peur de voir de savoir ce qu'on sait aujourd'hui, et puis de voir ce que l'on voit. Donc quelque part il vaut mieux être un peu ignorant de cette société que d'avoir les yeux ouverts, parce qu'on vit plus tranquille. Alors voilà, donc je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait, mais j'aimerais que ça puisse continuer à une échelle plus importante, et puis que la société prenne en compte ces enjeux fondamentaux dont elle est prise en otage finalement, la société, si elle ne réagit pas par la santé. Et puis vraiment pour moi ça me fait peur de savoir tout ce qui transite par l'agriculture comme produits qui sont dangereux pour la santé, dangereux pour les eaux, dangereux pour l'environnement, qui transitent par l'agriculture, les biens alimentaires, et puis qui se retrouvent malheureusement en partie dans nos assiettes ou alors dans les eaux, et dont parfois les plus marginaux au niveau de notre société sont les premières victimes, parce que c'est bien malheureux, mais c'est les gens les moins formés, les moins informés, qui ont aussi les moins bons salaires, qui vont aussi être amenés à consommer les biens alimentaires de la moins bonne qualité. Donc ils sont après, ils sont victimes de ce système.
Je pense que la société doit être critique à tous les niveaux et sur tout ce qui se passe pour être capable de remettre en question régulièrement tout ce qui est proposé par le système industriel.